Pour moi, un disquaire, c'est un magasin qui est spécialisé en musique. Par contre, une grande surface, c'est quelqu'un qui vend de la musique. Il y a une énorme différence. Parce qu'ici, nous en général, on a écouté, on a sur les présentants, on a lu les fiches techniques, alors on va dire une grande surface, il y en a des super, hein, mais il y en a souvent, ils mettent ça en rayon et après c'est fini. On est disquaire dans le sens où on fait ce métier vraiment par passion de la musique, même si certains d'entre nous ont fait des écoles de commerce, mais ils ne sont pas dirigés vers ce métier-là par hasard. C'est parce qu'ils sont passionnés de musique et qu'ils voulaient travailler là-dedans. D'autres n'ont pas fait d'école de commerce, ont cherché un travail pour différentes raisons, mais se sont dirigés quand même vers ça, parce que c'est vraiment leur passion et ce qui les fait vivre tous les jours, quoi, en fait, c'est de la musique. Moi, je sais que j'avais été surpris une fois par la question d'un client, ça remonte à plusieurs années maintenant, mais qui, alors qu'on échangeait des réflexions sur différentes choses, et sur la musique bien sûr, mais cette personne me dit « mais est-ce que vous êtes mélomane ?» Bien sûr que je suis mélomane, et comme tous mes collègues, on l'est tous, on est mélomane, c'est pour ça qu'on fait ce métier justement. Mon petit CAP de vendeur m'a permis justement d'apprendre le métier de vendeur, savoir ce qu'on appelle la recherche des besoins pour tout vendeur, c'est-à-dire questionner le client pour savoir ce qu'il aime, et effectivement ça c'est jouissif de pouvoir satisfaire les gens en leur posant des questions. Qu'est-ce que vous aimez tel album, tel groupe, pourquoi, qu'est-ce que vous recherchez, donc tout d'abord ces petites questions pour cerner la personne. Et ensuite, après, lui amener sur ce qu'elle cherche, parce que si elle cherche quelque chose qu'on l'a, on lui donne. Si on ne l'a pas, grâce à ces petites questions, hop, on peut lui conseiller autre chose de similaire. Et quand la personne revient, quand elle dit « Ah, merci monsieur, vous m'avez fait découvrir un groupe et tout », mais là, c'est que du bonheur. Et c'est ça qui, voilà, c'est pour ça que moi je suis encore content d'être là, parce que là, quand j'ai ça, je l'ai encore, je le vis encore. Et quand on me remercie parce que j'ai fait découvrir un album ou un groupe, ou même peut-être un courant musical, voilà, c'est génial. C'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est génial de pouvoir satisfaire les gens comme ça, quoi. Le disquaire, c'est là aussi l'importance du disquaire, c'est que ça a toujours été un passeur, effectivement, parce que il fait écouter des choses, il les fait découvrir. On fait parfois des croisements entre, tu vois, on se rend compte que tel musicien a joué sur aussi tel album, que tel producteur a produit le même album, que tout ça. Et un disquaire peut aussi participer à ce côté justement passeur, dire voilà, mais tiens, si t'as bien aimé ça, tu peux aussi écouter ça. Ou tiens, tel guitariste que tu adores, il joue aussi sur ce disque-là. Et de la même manière, l'échange aussi, on a un rôle de passeur et en même temps on a un véritable échange avec plusieurs de nos clients qui eux aussi nous font découvrir des choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme avec le développement des plateformes musicales et puis Internet, tout ça, les gens ont parfois les moyens d'apprendre un peu plus de choses. Et donc, finalement, on n'est plus simplement des passeurs, on est des gens qui partagent. Alors pour moi, c'est une passion avant d'être un métier. J'avais fait 1 mois dans un cabinet d'expertise comptable juste avant de prendre mon emploi chez Gibert. Et là, voilà, le choix était vite fait, quoi. 1 mois à m'ennuyer fermement. J'arrive dans un milieu dynamique, la musique, une équipe assez jeune. Donc oui, non, tout de suite, j'ai su ce que je voulais faire. Avant d'être disquaire, j'ai fait des études de lettres et philosophie. Donc absolument rien à voir avec le milieu de la musique. Juste parce que j'adore la musique et du coup c'est un milieu que je connais quand même assez bien. Et je cherchais un job pour l'été et je savais que Gibert avait une section de disquaire.
Et donc je suis allée déposer mon CV en jazz à l'époque parce que je voulais travailler dans le rayon jazz. Et c'était pas une envie première, je savais juste que c'était un métier qui m'intéressait parce que j'aime la musique. Mais j'avais aussi postulé en librairie. Donc. J'ai fait des études scientifiques pour commencer et je me suis spécialisé dans l'environnement. Mais bon, j'ai toujours été attiré par la musique, donc au final, et ne serait-ce qu'en tant que client de Gibert. Et après, je me suis demandé s'il n'y avait pas un poste qui se libérait. Et donc voilà, je suis rentré un peu comme ça, un peu par hasard, on va dire, mais tout en, quand même, c'était quand même ma passion principale, tout ce qui touche de près ou de loin à la musique. Même si moi-même, je ne suis pas musicien, mais plus en tant que vraiment qu'amateur, mélomane, quoi. Voilà. Dans le cadre de ma formation, de mon petit CAP de vente, il fallait que je trouve une entreprise. Et du coup, je suis tombé sur ça venait d'être acheté justement par Gibert. Et il y avait un nouveau patron qui était en plus, on était en train de préparer Noël, c'était en plein mois de décembre. Il voulait absolument pas entendre parler de jeunes stagiaires pour les fêtes de fin d'année parce qu'il était en plein lancement de magasin et en plein Noël en plus. Et puis on m'avait dit de toute façon, ils te diront sûrement non à cause de cette période-là et tu n'auras qu'à leur dire que c'est un stage gratuit. Et là, normalement, ils vont changer d'avis, ils vont te prendre. Effectivement, je leur ai dit que c'était gratuit, que je pouvais travailler 15 jours pour eux dans le cadre de mon stage. Et effectivement, ils m'ont embauché. Donc à partir de là, j'ai mis un pied dans Gibert et j'y suis resté. J'ai bossé 15 ans dans l'électronique. On faisait des parties son, parties images. Et puis un jour, il y a eu des délocalisations, parce qu'en électronique, il y en a eu beaucoup. Et comme j'étais un client super régulier, beaucoup au rayon de jazz, et bien voilà, le hasard a fait que j'ai commencé à faire des remplacements, et puis de fil en aiguille, je suis resté. Et ça fait bien à peu près 25 ans que je suis ici. En fait, c'est un espèce de regroupement de spécialistes et en même temps, c'est généraliste, c'est ouvert à tout le monde en fait. Tout le monde normalement est censé, pour moi, en tout cas je fais tout pour, que tout le monde puisse trouver les dernières sorties qui soient grand public, ainsi que des choses beaucoup plus pointues, pas faciles à trouver. Et voilà quoi, essayer d'avoir un maximum de choses intéressantes à mon goût et pour la clientèle en fait. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des disques d'occasion, parce que ça reste un marché qui est qui est quand même un peu porteur, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve plus qui sont plus distribuées. Donc en occasion, on peut avoir à petit prix des classiques ou alors des raretés. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on arrive, il y a des gens qui parlent, qui échangent, qui ont des idées, et il y a du son, c'est-à-dire qu'il y a des disques qui passent. Et on peut être étonné par une œuvre qui est en train de passer en magasin. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On peut engager une conversation et on peut faire écouter plein de choses et faire découvrir. Et dans l'autre sens, les clients peuvent dire moi je connais tel artiste, est-ce que vous le connaissez? Voilà, etc. Ça c'est génial, c'est génial. Et il faut de l'énergie. Alors il y a tout le travail avec les clients et en même temps le travail du disquaire qui est la gestion, les commandes, les occasions, l'étiquetage, mettre en rayon et compagnie. Ouais, c'est un travail assez... et c'est physique aussi, on a beaucoup de grosses caisses à porter, il faut faire attention à son dos, voilà, c'est quand même c'est le monde de l'entreprise. Voilà. Moi j'allais chez mon disquaire, j'habite une ville... j'habitais à Chelles, en Seine-et-Marne, à 20 km de Paris, et donc j'allais chez mon disquaire. Mais c'est-à-dire qu'il y avait 3 albums par semaine qui sortaient, et c'était un événement. Ça veut dire qu'à chaque fois, on regardait les pochettes pendant 2 heures, puis quand on en achetait quand on achetait une des 3 sorties de la semaine, c'était presque religieux, parce qu'on ne savait pas quand allait sortir le prochain album, et la face A, la face B, on l'écoutait 50 fois. Alors que maintenant, moi j'ai des clients qui achètent 40 CD d'un coup. Et vous n'avez plus le temps d'avoir la même attention en achetant des masses de musique que d'en acheter, d'acheter un vinyle tous les 15 jours.
si on voulait écouter un disque, on n'avait pas le choix, fallait aller en magasin et on achetait le disque et après on l'écoutait entre potes, on se faisait des copies, tout ça, sans savoir vraiment ce qu'on achetait, quoi. On avait une idée mais on ne savait pas trop et après on écoutait chez nous, on découvrait et c'était assez différent comme écoute parce que c'est sûr que maintenant les gens quand ils achètent quelque chose, ils savent ce qu'ils achètent. Précisément. Et on était des fois surpris, et puis des fois finalement on n'aimait pas tout l'album, parce que l'album était un petit peu diversifié. Du coup on écoutait quand même tout l'album. Au bout d'un moment, le morceau qui était un petit peu différent nous amenait des fois un petit peu vers un autre style, quoi, alors que maintenant les jeunes ça leur arrive plus, ils vont écouter quelque chose qu'ils aiment déjà, alors que nous des fois on se retrouvait à écouter des choses qu'on découvrait et finalement ça nous emmenait vers d'autres pistes, quoi, et ça nous permettait d'explorer, quoi, parce que à force de ne pas sauter ce morceau qu'on n'aimait pas tant que ça, au bout d'un moment on commençait à l'apprécier. Maintenant on a perdu beaucoup de clients. Des gens, on les a perdus parce qu'on les avait. Il y a des gens, on les a pas, on les aura jamais parce qu'ils sont jeunes et ils ne sont pas du tout dans cette culture-là. Ils consomment comme du single à la radio, quoi. Ils sont capables de vous dire ce qu'ils aiment. Ils écoutent une chanson, ils l'enregistrent, ils la mettent dans un dossier numérique et puis ils ont une playlist et puis voilà. Et si vous leur demandez de quand ça date, de quel album c'est, qui c'est, là, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça c'est un peu dommage. Le streaming, bien ou pas bien, habitude d'écoute, de génération, peu importe. Ce que je trouve très dommage, c'est que par exemple, on n'a pas justement sur les plateformes de streaming, on n'a pas de livret. En fait, on ne sait pas qui joue sur quoi, on ne sait pas qui a produit quoi. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est tout aussi intéressant. Moi, quand j'étais ado et que j'écoutais de la musique dans ma chambre d'ado, à chaque fois que j'achetais un disque, je décortiquais les pochettes en même temps que j'écoutais le disque, quoi. Je lisais absolument tout ce qu'il y avait dedans. Et ça participe d'une connaissance musicale et d'un parcours et de découvrir des choses. Voilà. Alors pour moi maintenant il n'y a plus vraiment de grand public, ou plutôt je dirais que le grand public c'est une niche comme les autres en fait. Je pense que la musique, ouais, elle est un peu partout mais elle est nulle part finalement. Voilà, pour moi écouter la musique dans la rue, dans le train, pour moi c'est peut-être écouter du bruit mais c'est plus de la musique à ce niveau-là. Elles se sont mis à aller vers le vinyle parce qu'il y avait une certaine demande à un moment donné. Donc elles se mettent à fabriquer plus de vinyle, ce qui n'est pas toujours judicieux parce que faire 4 versions vinyle d'un album en vert, en rouge, en jaune, on s'en moque un peu. Mais, en tout cas, eux, ils ont décidé de faire comme ça. Ils ont décidé aussi d'augmenter les prix de ces vinyles, étant donné que ça se vendait, qu'il y avait une demande. Ils veulent rattraper l'argent qu'ils n'arrivaient plus à récupérer sur les CD peut-être. Au niveau du CD par contre, donc nous on a encore un marché CD en France qui est assez gros, c'est une grosse proportion de nos ventes. Et par contre les maisons de disques s'en désintéressent énormément, de plus en plus. Donc sur des précommandes, qui soient des nouveautés ou des imports, en fait elles fabriquent plus beaucoup, c'est des petits jets, des petites quantités, donc on n'a pas toujours l'occasion d'avoir tout ce dont on a besoin. On a du mal à en récupérer, si jamais ça se vend très vite, on n'arrive pas à récupérer des stocks, donc ça fait des ruptures, et ça c'est très ennuyeux. Ils fabriquent des objets donc de plus en plus rares, chers, qu'ils soient CD ou vinyle, qui s'adressent donc à des personnes qui ont peut-être des moyens un peu plus importants. Mais ils ne fabriquent pas non plus en quantité, donc des fois les sorties ça dure un week-end et
On n'a pas de réassort, on ne peut pas récupérer de stock. Donc ça fait des objets qui sont très recherchés par plein de gens, mais on ne peut pas les acheter. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 3 à 4 ans. Voilà, c'est une trace, c'est un marqueur dans le temps. C'est quand même quelque chose de très important. Ouais, parfois on a vu les disques j'ai vu les disques de mon père, j'ai vu les miens, mon fils voit les miens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même des choses qui sont très importantes. La musique, ça fait du bien. Parce que je dirais, dans les moments douloureux, ça peut vous faire du bien, dans les moments joyeux, ça vous accompagne. Donc la musique, mine de rien, je sais pas, elle doit pas être sur une clé USB, elle doit pas être sur où il y avait 1 million de titres. Voilà, je pense qu'un disquaire, il y a un partage, il y a une rencontre, il y a de la joie. On est content d'aller dans un magasin, on est content de rencontrer, je sais pas, son vendeur préféré ou pas, et de découvrir des choses physiquement, de dire tiens c'est une belle. Mais voilà, c'est une démarche complètement différente. Et je pense pas, en tout cas aujourd'hui là, en 2025, je pense pas que pour l'instant la musique est en péril. Si tout le monde commande sur internet, je veux dire, toutes les villes vont ressembler à des dimanches après-midi. Ça va être super triste. Moi, ça m'affole. Et une petite chose qui m'embête un peu, c'est que souvent, on voit dans la presse, ça fait 20 ans qu'ils disent que le CD est fini, que tout ferme, que tout ça, c'est pas vrai. Il y a des disquaires qui s'ouvrent tous les jours. Voilà, le CD, ça continue à se vendre. Il y a encore de la matière, il y a encore des tas d'artistes qui font des tas de choses super. Et voilà, la presse a été un petit peu négative depuis des années sur la mort du CD, la mort de la musique. Et aussi, je me dis aussi, si un jour tout est virtuel, est-ce que les artistes vont se donner autant de mal à faire... il n'y aura plus de pochettes, il n'y aura plus de livrets, il n'y aura plus rien. Est-ce qu'ils seront aussi, on va dire, combattants pour faire des belles choses? Notre offre, je veux dire, de musique, qui s'adresse aussi bien à des gens pointus, spécialisés, qu'à des gens qui écoutent de la variété, des choses qui sont un petit peu plus accessibles en radio. Donc voilà, on s'adresse à un public très très large. Alors pour nous, je pense que c'est vraiment le rapport, la proximité avec les vendeurs, le conseil. On reconnaît nos clients, ils nous connaissent. Donc il y a vraiment un échange, une sociabilité qu'on ne retrouve pas ailleurs, je pense. Je pense qu'au fil du temps, ça s'est vraiment défini comme des petites échoppes dans un grand magasin, avec à chaque fois un vendeur très spécialisé dans son domaine. Donc oui, c'est des petites, on va dire des petites boutiques dans un grand magasin. Et peut-être l'occasion aussi qui est notre force, qui nous emmène quand même une clientèle curieuse, qui n'hésite pas à acheter une petite découverte à 3 €. La clientèle du hard rock, c'est majoritairement une clientèle d'ados de plus de 50 ans, avec leur petit carnet, qui sont à fond sur les nouveautés, les rééditions, ils veulent vraiment leur disque le jour de la sortie. Ils viennent nous voir pour les commandes. Ils se tiennent au courant grâce aux magazines spécialisés. Donc ça, c'est quand même une bonne chose de voir autant de passion. C'est eux qui nous font vivre, quoi, et on les remercie. Ouais, les gens, ils collectionnent énormément. Voilà, il leur faut le disque manquant. Ils sont vraiment à l'affût de tout ça. Donc, ouais, on voit qu'ils vivent. Nos meilleurs clients, on voit que c'est leur vie, quoi. Que ils doivent passer énormément de temps avec ça, quoi. Voilà, c'est dingue. J'ai des gens qui sont passionnés depuis 20-30 ans de musique et qui vont chez les disquaires depuis 20-30 ans. Moi, à cette époque-là, il y a qui commençaient à aller chez les disquaires, j'étais même pas né. Et donc c'est assez marrant de voir ça.
fait, la majorité, pour nous, c'est quand même des gens qui ont déjà des grosses collections de disques et qui continuent à vouloir compléter avec soit des nouveautés, bon, il y en a beaucoup qui aiment les news, et d'autres qui cherchent à les rééditions, tout ce qui est jamais sorti à l'époque, ou alors des compléments de disques déjà sortis qu'on connaît, qu'on a déjà écouté un paquet de fois, mais toujours être dans le complétiste pour les gens qui collectionnent la musique. On est quand même beaucoup sur du fonds de commerce. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien découvrir des choses nouvelles. Alors après, les gens sont quand même assez ouverts sur les nouvelles interprétations. C'est-à-dire que, alors il y a des personnes qui sont un peu bloquées sur les interprétations historiques, mais il y a pas mal de gens qui achètent quand même beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de nouvelles interprétations d'œuvres qu'ils connaissent déjà par cœur. Et ça c'est chouette, mais en termes de découverte de compositeurs de nouvelles périodes, je pense que les clients se comptent sur le doigt d'une main qui font ça, ou en tout cas que je connais. Donc voilà, c'est un peu mitigé, on va dire. On a aussi des clients qui viennent tous les jours quasiment, il y en a même qui viennent tous les jours, ouais, voire même parfois 2 fois par jour, et qui souvent achètent rien parce qu'ils ont déjà plein de choses où ils cherchent des choses tellement spécifiques que parfois ils ne les trouvent pas. Mais après, à côté de ça, il y a quand même aussi un certain public, on va dire souvent on dit le public du samedi, qui est plus grand public, qui cherche des classiques, du Michael Jackson, du Prince. Et ce sont des gens qui restent pas mal passionnés. On a certains qui ont un peu l'impression d'avoir déjà tout entendu, etc. Mais il y en a encore beaucoup qui sont curieux, qui viennent chercher des choses. Et puis on a aussi beaucoup une clientèle en fait qui rachète. Mais ça c'est aussi parce que les maisons de disques nous revendent les mêmes choses qu'on a déjà achetées 20 fois. On a beaucoup de clients non seulement qui viennent nous voir nous, mais ils viennent se retrouver entre eux aussi. Il y a plein de clients qui passent 10 minutes, un quart d'heure à discuter entre eux, à se conseiller des choses entre eux. En fait c'est ça, ils viennent chercher un contact. Beaucoup de musique, mais c'est vrai que beaucoup de conversations quand même aussi, parce que les gens aiment vraiment parler, ils ont vraiment besoin de parler, ils ont vraiment besoin d'avoir... ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute, mais pas vraiment, parce qu'en général ils parlent même si on n'écoute pas. Mais il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a pas mal de gens, en tout cas en classique, qui sont très solitaires et qui du coup sont ravis d'avoir des gens qui partagent leur passion. Donc non seulement ils viennent parler avec les vendeurs, mais ils parlent aussi entre clients, c'est-à-dire qu'ils se conseillent à chaque fois des nouvelles versions, et celle-là vous l'avez écoutée, ah oui elle est super, etc. Et du coup ça fait des petits groupes de discussion dans le rayon, c'est assez rigolo. Ah oui ça cause bien, ouais. Mais en plus ce qui est rigolo c'est que les gens s'écoutent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un absolument random qui va conseiller quelqu'un, un autre vieux monsieur qui a rien demandé, et en fait il va finir par acheter le disque en disant ok top c'est super, je prends. Limite, ils se conseillent mieux entre eux que nous, on les conseille, la plupart du temps. C'est très rigolo. Il y en a qui viennent pour ça, pour passer un moment. Et ils vont repartir avec un disque, mais effectivement, pour eux, c'est une habitude. Ils font une sortie, ils vont acheter un disque, ils vont se promener dans le quartier. Puis après, ils rentrent chez eux, ils écoutent le disque. C'est une habitude dans leur vie, quoi. Puis après, non, par contre, il y en a aussi d'autres, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent, où ils fouillent, ils repartent avec leur disque et ils disent pas un mot. Donc il y a vraiment les deux, et y compris des fois dans des clients qui viennent même tous les jours. Il y en a qui viennent tous les jours et qui nous parlent jamais. Et puis d'autres qui, par contre, ils viennent effectivement en partie pour parler, ça c'est sûr, ou pour discuter musique tout simplement. J'aime beaucoup le contact avec les jeunes pour la musique parce qu'ils ont des oreilles vraiment autres que les nôtres. Parce que nous avons une culture en fait. On a un peu des, comment dit-on, peut-être aussi un peu des barrières, des cloisons, etc. Eux ils sont ouverts à apprendre plein de choses.
Et ça fait du bien, en fait, cette jeunesse. Voilà. Ouais. Écoute, la clientèle, elle est diverse. C'est quand même principalement des gens qui ont, je dirais, entre 40 et 60 ans. Des mecs aussi. Mais par contre, il y a des jours, genre, comme le samedi, par exemple, où je vois des gens de mon âge. Et c'est toujours agréable un peu de voir des gens de mon âge qui découvrent, qui redécouvrent des choses et qui se disent « Ah, c'est cool, à Gibert, il y a des disques un peu compliqués à avoir. Et donc, ouais. Ils nous sollicitent moins, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus connectés, ils écoutent sur les réseaux, sur les plateformes. Donc quand ils viennent, ils savent déjà ce qu'ils veulent, tout ça, mais ça fait toujours plaisir quand il y a de voir des jeunes qui me demandent des conseils, qui veulent écouter un peu le même genre de groupe que moi. C'est toujours sympa, quoi. Non, je trouve ça bien qu'il y ait des plus jeunes qui prennent la relève. On se dit que la scène elle est pas prête de mourir tout de suite, quoi. Donc on espère que ce seront nos futurs clients, qui remplaceront justement les ados de plus de 50 ans un jour. Voilà. À force, il y a des gens qu'on croise fréquemment, donc qui deviennent aussi un peu des amis, ou en tout cas des connaissances, et puis avec qui on aime bien discuter. Et d'ailleurs, ils nous apportent beaucoup, parce que c'est pareil, ils sont aussi des fois spécialisés dans un domaine, et donc ils nous posent, ils nous donnent des informations. Nous, on ne peut pas tout connaître. D'ailleurs, il y a une bonne partie des connaissances qu'on acquis ici qui se font par le biais des clients, en fait, qui sont eux-mêmes passionnés et qui, du coup, nous transmettent beaucoup d'informations. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Et le rôle du disquaire qui est vendeur, en fait, qui est en magasin, qui reçoit et qui accueille le public, et d'avoir des échanges. Et des échanges qui peuvent être par moments privilégiés, qui peuvent être... Il y a énormément de rencontres, petit à petit. Quand un client vient une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors par moment, il faut un peu, pour nous, les vendeurs, savoir garder un peu une distance avec le client, c'est très important, parce que sinon on peut être mangé par le client. Et en même temps, si on sent qu'il y a une possibilité d'échange, il faut en profiter, parce que c'est vraiment un endroit de rencontre. Les clients sont très très chouettes et on finit même carrément par nouer des liens avec une bonne partie des clients. Parce qu'on soit on aime les mêmes choses, soit on s'entend bien, tout ça. Donc moi j'ai une petite base de réguliers en classique et je les connais bien, je les tutoie. C'est chouette. J'ai énormément de clients qui sont des clients très réguliers. Petit à petit, on connaît leur vie quelque part. Donc parfois même, moi j'ai déconseillé des disques à des clients pour dire non, si tu écoutes ça en ce moment, c'est pas le moment. Parce que c'est très sombre, c'est très dark, c'est très... Voilà, voilà, ça m'est arrivé de dire voilà, ça c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt à écouter ça. Ça m'est déjà arrivé, on n'est pas obligé de faire du chiffre à mort et souvent quand quelqu'un pose une question, et je connais un petit peu les petites choses sur sa vie, je me dis non, ça sera pour plus tard. Ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui! Ben, ça va mieux, quoi, mais bon... Mais oui! Bonjour! Ça va mieux, c'est pas encore le... Ouais, c'est pas encore la grande forme, là. Enfin, ça va. Bah, ça y est, vous tenez debout! Comment? Vous tenez debout, ça y est! Oui, on s'inquiète quand on ne les voit plus. Après le Covid, c'est vrai que certains clients ont mis un bon bout de temps à revenir, à reprendre l'habitude des transports, de revenir nous voir chez Gibert.
Ben, on s'interroge, c'est vrai qu'entre nous, on se dit est-ce que tu as vu Monsieur Chocolat? Parce que souvent, on ne connaît pas leur nom de famille, donc il y a des petits surnoms comme ça. Et bon, il y a beaucoup, oui, d'affection, et c'est des gens qu'on côtoie depuis 30 ans pour la plupart. Donc c'est comme on va dire, un lieu de vie. C'est vraiment un lieu de vie chez Gibert. Dernièrement, il y a beaucoup de très gros coffrets qui sont sortis. Springsteen, Dylan, Nick Drake, etc. Et ce qui m'a amusé, c'est que la première réflexion de la majorité de nos clients, ça n'a pas été le prix des objets, ça a été « Oh là, mais comment est-ce que je vais ranger ça chez moi ?» Donc j'ai trouvé ça assez marrant comme réflexion. Comment on fait? Surtout, moi par exemple, je vis dans un très petit espace. On commence avec des étagères où c'est bien rangé par ordre alphabétique, et puis au bout de quelques années, on commence à empiler, faire des doubles piles de disques les unes derrière les autres, et on commence à en mettre par terre. Je suppose qu'on fait un peu tous comme ça, quoi. Je sais que certains nous parlent souvent de ça, ils disent je sais plus trop où les mettre, faut que je les mette dans la cave, que je les cache parce que sinon ma femme elle va les trouver et puis je vais me faire engueuler encore. Et il y en a qui les mettent dans des cartons derrière leur équipement de garage ou autre. Donc certains on commence à avoir des problèmes par rapport à ça, et nous-mêmes en tant que vendeurs, il y en a certains qui sont un peu dans ce cas-là aussi, qui se posent la question, bon, j'ai vraiment envie de l'acheter ce disque, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, ou des fois c'est juste un achat compulsif? Il y a toujours un peu cette déformation professionnelle qui peut arriver, c'est que d'avoir tendance à accumuler, justement, on a chacun des fois une petite réserve de disques, et chez certains elle n'est pas si petite que ça, et de se dire bon, est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter tout ça? Enfin, c'est jamais vraiment un besoin, c'est une envie, mais chez certains c'est plus compulsif que d'autres, on va dire, et comme les clients, parfois il y en a qui achètent des choses, d'ailleurs ils se disent ah mais je l'ai déjà, mais ah oui mais j'ai pas l'édition de luxe, ou j'ai pas cette édition là, et qui malgré tout se dit bon je l'achète parce que je suis trop fan du groupe, mais c'est vrai que des fois ça peut créer des problèmes de place, quoi, c'est sûr. Je pense qu'en fait leurs murs chez eux sont tapissés d'étagères remplies de CD, et en discutant avec quelques-uns, je sais qu'il y en a qui ont des piles en fait. Et j'ai un client notamment qui me dit qu'il ne peut même plus accéder à sa chaîne pour écouter les disques parce qu'il a trop de piles de disques devant. Le rayon indépendant spécifiquement, vu que le terme désigne pas forcément un style de musique, ce qui est pratique, c'est que j'ai du punk, j'ai de la folk, j'ai des trucs qui sont presque un peu métal, j'ai des choses qui sont presque un peu musique classique, j'ai des musiques expérimentales, certaines musiques du monde un peu bizarroïdes aussi au travail. Donc c'est assez chouette de pouvoir ne pas se cantonner à un style de musique. Alors ouais, ce que j'aime bien travailler aussi, oui, en fait il y a beaucoup, on dirait que c'est un peu une stratégie des labels maintenant pour essayer de refaire découvrir des choses, de rééditer beaucoup d'artistes ou d'albums un peu anciens. Et il y a des choses que je découvre moi-même, parce que forcément il y a des disques qui ont 30 ans d'âge, et ayant 30 ans forcément je ne les ai pas connus quand ils sont sortis. Et en fait ça me fait plaisir de me mettre dans la peau du disquaire d'il y a 30 ans qui va commander ces références-là. Par exemple, il y a une réédition d'un Aphex Twin, ça fait 30 ans qu'on l'avait pas eu, et j'ai eu la chance de pouvoir le travailler et de bien le vendre, et de voir qu'il y avait toujours un engouement sur ces choses-là, même 30 ans après, quoi. Faut toujours savoir un peu se démarquer, en général, que ça soit pas forcément il y a les prix aussi qui sont très importants, et aussi ce qu'on propose. Et je pense qu'il y a, en fonction des disquaires, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime un peu moins, des choses auxquelles on a accès. Et effectivement, j'aime bien travailler des références qui, moi, me plaisent et qui sont dites un peu niche. Par exemple, les Microphones, je trouve que c'est un très bon groupe et c'est assez compliqué de trouver ces références-là. Et donc, du coup, je m'étais amusé à mener un peu mon enquête pour trouver le label, trouver le distributeur et pour ensuite pouvoir les proposer
aux clients en rayon. Et effectivement, c'est des choses qu'on me demandait souvent, en fait, qui sont quand même un peu difficiles d'accès. C'était beaucoup sur Internet. Et pour pouvoir un peu concurrencer aussi Internet, c'est bien d'avoir des références pointues dans les rayons, quoi. Comme ça, les gens, après, en voyant des disques comme les disques des Microphones ou autres, vont se dire « Ah bah, s'ils ont ça, peut-être qu'ils vont avoir autre chose. » Et puis au final, revenir et racheter, c'est important ça aussi. Quand tu écoutes un peu des musiques de ce rayon-là, tu as tendance aussi à être curieux. Et donc forcément, en étant curieux, tu as envie de découvrir des nouvelles choses. Par exemple, les fans de musique un peu, je sais pas, néo-folk, ils vont avoir les Currents 93, les Destiny June, comme ça. Et une réédition serait pas forcément super utile. Parce que les 200, 300 personnes qui écoutent vraiment ça à Paris, bah, ils les ont déjà en stock. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer des disques pas connus, d'artistes en devenir, disons, mais avec des pochettes qui intriguent éventuellement. Souvent, il y a la blague du Riandé, c'est que la pochette, c'est genre une couleur, il n'y a aucun titre, il n'y a rien, aucune information. Et donc les gens vont regarder le disque, et vont prendre les informations qu'ils trouvent sur Internet, ou ce que je mets moi sur les étiquettes. Et après, ils viennent une fois, deux fois, trois fois, et puis éventuellement, si ça leur plaît, ils achètent. Et ça, c'est assez intéressant, et c'est plutôt aussi gratifiant de voir ça, de voir qu'un disque qui est compliqué à trouver, à écouter, trouve son public. Donc c'est plus gratifiant, je trouve, que de vendre quelque chose qui est un peu plus connu, un peu plus... vendre un Daft Punk, je suis très content, mais vendre une artiste d'ambiance expérimentale, je trouve ça un peu plus gratifiant. Ouais. Alors le rayon dans lequel je travaille, j'avais un peu des bases, mais les bases, voilà, des petites bases, et il faut les travailler. Donc là, je suis vraiment aidé par ma collègue Noémie, qui est vraiment diplômée en classique, et les clients. Les clients sont formidables parce qu'ils ont, on va dire, ils écoutent, ils vont au concert, ils ont des disques depuis des années. Et ça permet de se constituer une mémoire, en fait. C'est une mémoire collective, en fait. On met plein de choses, on peut essayer plein de trucs, et ça aide beaucoup. Et petit à petit, on commence à avoir des repères. Le classique, c'est aussi plusieurs langues. L'espagnol, l'allemand, l'anglais, le latin, le grec, voilà, etc. Et puis, il faut connaître un peu son histoire, l'histoire de l'art. Il faut avoir des repères géographiques avec les pays. C'est vraiment chouette, c'est fascinant. Et il y a les interprètes aujourd'hui, les jeunes interprètes qui continuent de produire des disques, des enregistrements, des concerts avec des classiques, avec des Couperins, des Beethoven, des Mozart, des Bach. C'est génial, voilà. C'est sans fin. En fait, je crois que ce qui s'est passé dans le rayon classique avec l'arrivée de Georges et moi, c'est que ça a été une sorte de renversement du rapport de force. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, le rayon classique a plus ou moins toujours été des vieux messieurs qui étaient excellents, vraiment, dans leur métier, j'ai rien à dire, mais qui du coup aimaient quand même des choses très classiques, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, et qui du coup avaient une clientèle pareille, qui ne cherchait pas spécialement de nouveautés, qui était un peu... certains vraiment dans leur certitude. Et en fait, moi je suis arrivée un tout petit peu avant Georges et déjà j'étais plus... déjà je me suis dit mais c'est une catastrophe, le rayon contemporain est minuscule, et quand les clients me demandaient ma spécialité, je disais bah, moi c'est le contemporain parce que c'était le truc qui m'intéressait le plus à l'époque en tout cas. Et j'ai fini par le développer, et surtout les clients qui n'osaient pas parler de contemporain parce que c'était un peu le tabou à l'époque, le rayon contemporain, on ne voulait pas trop en parler, les responsables du rayon classique n'aimaient pas trop ça. Donc c'est ça a délié la parole des clients qui aimaient le contemporain et qui surtout aimaient aussi découvrir plein de nouvelles choses qui n'avaient pas été mises en avant. Et aussi, du coup, le rayon s'est un tout petit peu rajeuni.
Et avec l'arrivée de Georges, ça a été la folie, c'est-à-dire qu'on a redéveloppé le contemporain, maintenant le rayon déborde, on a redéveloppé les imports japonais, les vinyles aussi. En fait, on a vraiment essayé de tout, de réouvrir les vannes de tout et de faire tout circuler au final. Et donc ça... Les vieux messieurs qui étaient un peu coincés dans leur certitude ont commencé à dévier et à découvrir des nouveaux trucs parce que justement on passe tout le temps plein de compositeurs différents, plein de styles différents, d'instruments différents dans le rayon. Et il y a des gens que ça interpelle et qui se disent j'aurais jamais écouté ça, mais puisque vous l'avez passé, en fait finalement ça m'intéresse. Et du coup je pense que peut-être ça en a fait taire certains, mais en tout cas ça en a débloqué plein d'autres et au final tant mieux. Et du coup on est assez libre dans notre manière de gérer le rayon. On a pas mal de clients qui sont musiciens. Je pense à un client qui est flûtiste, mais qui normalement est flûtiste de jazz. Et en fait, il vient tout le temps dans le rayon, tout le temps discuter avec nous, parce que soit il a découvert quelque chose et du coup il a besoin de s'aider, soit il veut juste des conseils. Et un jour, il est venu me voir en me disant « Oui, est-ce que vous avez des références de flûte contemporaine ?» Et 2 semaines avant, j'avais écouté toutes mes références de flûte contemporaine. Du coup, je lui ai mis 5 CD dans les mains en disant « Ça, c'est génial, ça, c'est génial, ça, c'est génial !» Alors que, normalement, c'est des références qu'on n'aurait pas vraiment vendues. Parce que bon, Doina Rotaru, il n'y a pas grand monde qui sait qui c'est. Et lui, il était comme un fou. Et du coup, on sait qu'il se sert de ça pour, sinon interpréter, au moins créer. Et ça, c'est top. Et en fait, Georges aussi, en discutant avec plein de clients, se rend compte qu'en fait, ils sont organistes, qu'ils font plein de choses. Et donc, on dialogue avec des musiciens. Malheureusement, ils ne viennent pas jouer dans le magasin parce que c'est trop compliqué quand on est des musiciens de classique de ramener les instruments. Mais en tout cas, on sait que les CD qu'on achète et qu'on vend et qu'on conseille servent pour leur créativité ou pour leur interprétation. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Dans mon rapport avec la musique, moi, du coup, vu que j'en fais aussi, je dirais en fait que c'est un échange permanent entre ce que j'écoute et ce que je fais. C'est-à-dire que je vais écouter des choses qui vont m'influencer, qui vont me donner des idées, et quand je crée, je ne crée pas exactement ce que j'ai entendu. Je réalise du coup d'autres choses, et à force, du coup, des fois je cherche des artistes qui font des musiques qui ressemblent un peu aux miennes. Et du coup, finalement, c'est une sorte d'aller-retour permanent entre ce que j'écoute, qui me nourrit, et après les choses que je crée, qui me poussent à rechercher d'autres choses, et ainsi de suite. Et ça fait ça depuis des années. Je suis vraiment comblé et heureux d'être ici avec une super équipe. Voilà. C'est une ambiance un peu comme dans une école d'art en fait. Il y a une structure, il y a une hiérarchie, il y a des règles, c'est le monde de l'entreprise. Mais ça parle, en fait, voilà, nos sujets, nos conversations sur la vie, le quotidien. Mais on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup des artistes, on découvre des choses sans arrêt. Peut-être même une vie, c'est pas suffisant, je crois, pour découvrir tout ce qu'on doit écouter. Et c'est sans cesse du bonheur. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment du bonheur. Alors les relations, les rayons, ouais. Alors en fait, déjà, je m'entends très bien avec les deux larrons, du jazz et du classique. Effectivement, on a des artistes un peu similaires en jazz. Tout ce qui est un peu improvisation, en fonction des artistes, ça peut être dans le rayon indépendant comme dans le rayon jazz. C'est surtout en musique classique où en fait il y a ce côté, tout ce qui était le Dream Syndicate, l'avant-garde new-yorkaise, la Monte Young, tout ça, je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir le travailler, mais en fait c'est historiquement avec notre ancien directeur Philippe Marie, c'est des choses qui étaient travaillées au rayon indépendant. Donc c'est un peu la guéguerre qui va retrouver ça, surtout sur l'électroacoustique aussi. Pendant longtemps, l'électroacoustique, ça a été mis en électro et c'est toujours le cas, et je me bats contre mes collègues pour que ça reste le cas.
Surtout qu'en fait, pour ce genre de musique-là, mes fournisseurs, les labels, sont plutôt des labels qui proposent également des musiques dites un peu plus indépendantes que des musiques classiques. Donc il y a des choses qui sont sur des labels de musique classique que je ne vois pas passer, et eux, il y a des choses qui sont sur des labels indépendants que je fais et qui ne vont pas passer. Donc c'est une petite guéguerre, mais une guéguerre saine. L'important c'est que le disque soit dans le magasin, donc peu importe le rayon. Si mes collègues du rayon classique se décident de travailler un Bernard Parmigiani et je ne suis pas au courant et qu'un client qui vient de me dire, je vais les voir, je les enquiquine, je le récupère éventuellement. Mais en tout cas, le client, quand il arrive et qu'il veut ce Parmigiani, il le trouve. Et l'important, c'est... en fait, c'est comme si on avait dans un seul magasin plusieurs petites boutiques. Donc, il faut juste communiquer, quoi. Oui, c'est un sujet problématique, les liens entre l'indé et le classique, parce qu'en fait, l'histoire de l'embrouille entre l'indé et le classique, c'est que y a des choses qui sont en classique normalement, qui sont classées en indé, parce qu'à l'époque, le classique ne voulait pas les faire. Et les nouveaux responsables du rayon classique ont décidé d'essayer de récupérer ces trucs-là, mais l'indé ne veut pas. Donc, en fait, techniquement, il y a des passerelles, mais on essaye surtout de récupérer les trucs qu'on estime être en classique qui sont en indé. C'est le terrain problématique. L'indé. Je ne vais pas laisser ça dans le montage final. Mais c'est le bif, J'ai de quoi faire un clash-mère. Ah bah là, mais il le sait. Enfin, en fait, avec Paul de l'Indé, on a signé un contrat de non-agression, un pacte de non-agression mutuelle, qui est que du coup, je ne lui pique pas ses références et il ne me pique pas les miennes, et on accepte chacun de s'échanger des références, etc. Mais ce qui est cool, sinon, en fait, c'est plus quelque chose, plutôt que d'événements, c'est un peu une sorte d'ambiance globale qui est cool. C'est-à-dire que travailler ici, c'est cool, les collègues sont cool, tout est cool, en fait, à part certains trucs. Mais bon. Et parfois, il y a... en fait, le travail de disquaire est cool dans la mesure où c'est quelque chose qui rend un peu fier. Parce qu'on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « J'ai écouté ce CD, c'est un truc de dingue, est-ce que vous avez d'autres choses? Merci pour vos conseils, enfin c'est super. » Il y en a qui me complimentent en disant oh, « Le rayon est super bien rangé, c'est très chouette. » Enfin, c'est un peu un truc de tous les jours. Ça, je sais pas si c'est un truc de parce que je suis une fille, mais en tout cas, les clients, si on les sert bien et s'ils aiment bien ce qu'on leur recommande, ils offrent des trucs. Et pas des moindres. Donc on a eu droit avec Georges à du très très bon chocolat, à du très bon thé, à des gâteaux qui viennent du Japon. Donc ça rentre dans les trucs cool. Mais c'est peut-être un des avantages un peu méconnus du métier de disquaire, c'est les cadeaux. Il y a des gens qui se font offrir des cigarettes parfois. Pourquoi pas? Donc ça c'est bien. C'est très chouette. Par rapport à tout ce qu'on entend récemment de Spotify, des plateformes comme ça qui rémunèrent mal les artistes et qui en plus deviennent un peu des Amazon de la musique, c'est-à-dire avec des pratiques commerciales quand même un peu douteuses, des choses comme ça. On dirait qu'il y a quand même un retour des clients vers le fait de posséder une œuvre d'art, une œuvre musicale vraiment chez soi qui a ensuite à soi. Et je pense que l'important c'est qu'on achète des disques, en fait pas forcément chez nous, c'est quand on aime un artiste et qu'on a envie de lui apporter son soutien, et ben il faut acheter ces disques, c'est quand même un peu plus gratifiant pour l'artiste de compter ses disques chez les gens plutôt que sur Spotify. Et ouais, donc continuer chez les disquaires, aller au Souffle Continu qui est un super disquaire, aller à Pop Culture Shop qui est un super disquaire, venir chez nous forcément, ça nous fait plaisir aussi. Et voilà, donc juste il faut continuer à acheter les disques, c'est quand même important.